Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. Johan voulait que je regarde seul la quatrième et dernière saison de 13 Reasons Why, lui ne se sentant pas de bridge-watcher tout un week-end. J'ai donc écouté ses conseils et en 3 jours c'était terminé. Je connaissais enfin la conclusion finale initiée par le suicide de Dana Baker en première saison, le procès contre Bryce et l'école en seconde saison et le meurtre de Bryce et sa résolution en troisième saison. Attention, la suite de ma vidéo va dévoiler de nombreux spoilers de l'intrigue et de la saison 4, donc si vous ne souhaitez pas être spoilé et que vous ne l'avez pas encore vu, ne regardez pas. La saison 4 était-elle indispensable? La série avait-elle encore des choses à dire? Eh bien non. J'ai subi cette quatrième saison en grande partie, et même si tout n'est pas à jeter, j'y reviendrai. Mais qu'est-ce que j'ai pu m'énerver contre ma télévision? J'ai eu l'impression de ne plus être devant la même série qu'à l'époque. Horrifique et thriller rythment les premiers épisodes, et alors quels sont les problèmes de la saison et les réussites? En voici une petite liste. La maladie mentale de Clay. Je le mets directement dans la catégorie problème de la saison. Le personnage en devient même irritable et détestable. Manque de bol, c'est le personnage principal qui narre toute la saison, et au moins on peut dire au revoir à la narration de Annie en troisième saison. Mais les scénaristes ont décidé de creuser dans ses troubles mentaux et lui coller une dissociation de la personnalité, en plus de la dépression et de l'anxiété, afin de creuser une nouvelle thématique qu'on pouvait certes deviner dès la seconde saison où le jeune homme voyait les fantômes d'Anna, et ici il est confronté aux fantômes de Bryce et de Manti, ainsi qu'à plusieurs actes de vandalisme qu'il commet sans se souvenir. Dès le départ, et même si la révélation n'intervient que 8 épisodes après, je me doutais qu'il était responsable de tout ça. Mais je trouvais ce traitement tellement maladroit, tellement à côté de ce que pouvait faire la série. Comprenez bien, c'est une thématique qu'il est important d'aborder à la télévision, mais était-ce nécessaire dans cette série en plus de tout le reste? Je ne sais pas. Deuxième chose, la surveillance accrue. Quelle idée a piqué les scénaristes lorsqu'ils se sont dit qu'il était bien de faire un truc un peu étrange avec tous les parents des lycéens qui se retrouvent la nuit pour comploter et espionner leurs enfants. Dès qu'on comprend qu'ils sont surveillés par leurs parents lorsque ces derniers en savent plus qu'ils ne le devraient, j'ai trouvé ça mauvais. Ajouté aux caméras de surveillance du lycée, la police dans les couloirs, tout m'a rendu vraiment mal à l'aise. Si finalement le groupe se sert de leurs parents pour rétablir leur balle de promo, j'ai vraiment pas aimé cette partie-là de l'intrigue. Et je pense que le pire fut l'épisode du confinement où tout le lycée se retrouve confronté à une attaque par arme à feu qui est extrêmement réaliste avec des tirs et l'angoisse qui va avec et qui se révèle être un exercice. Clay trouve les mots justes dans sa folie à la fin de l'épisode, mais quel adulte sensé et responsable se dit que c'est bien de faire cet exercice avec de vrais coups de feu? Mais ce sont des ados, des gamins, alors faut les laisser vivre, et ils vivent déjà dans la peur d'une fusillade au quotidien, mais rendre tout ça réel pour eux, je comprends que ça puisse être stressant. J'ai l'impression que la fusillade qu'aurait pu provoquer Tyler en fin de saison 2 étant retombée comme un soufflé, les scénaristes voulaient avoir leur épisode choc avec toutes les scènes angoissantes que ça pouvait provoquer. Oui, c'était angoissant, et même si je ne craignais moi pas pour la vie des personnages, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Il voulait sans doute dénoncer l'inutilité de tout ça, comme Clay le dira à la fin, et qu'est-ce qu'il y gagne? Un séjour en hôpital, c'est super. Troisième chose, les émeutes. Ce qui nous amène donc naturellement, ce confinement, aux émeutes. Je m'attendais tellement pas à voir ça dans cette série, mais après le confinement, vient l'angoisse. Il fallait évidemment qu'un des policiers qui surveille le lycée soit à cran et dérape. Un peu prémonitoire quand on voit ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Toujours est-il que l'un des nouveaux étudiants intégrés cette saison, et qui est antillais, est pris pour un Mexicain par l'un des flics qui fait délibérément une fixette sur lui pour le contrôler et l'arrêter de manière très arbitraire. On retrouve alors ce que j'aime dans la série, la solidarité et l'esprit de groupe mené par Jessica et Clay. Solidarité et confiance tellement absentes d'ailleurs cette saison-ci, j'y reviendrai après. Cette manifestation pacifique pour retirer les policiers du lycée dégénère complètement, et à cause des policiers eux-mêmes, d'autres renforts sont appelés et la police trouve ça bien de charger et d'attaquer un groupe d'enfants. Les jeunes ne vont pas se laisser faire et tout part en cacahuète. Cette scène était forte aussi, était dure, mais la question demeure, était-elle nécessaire avec tout ce que la saison et la série nous présentaient déjà? Quatrième élément, la confiance ébranlée. Le groupe paraît uni au premier épisode, et part en vrille après tout ça. Disons qu'à chaque épisode, un événement va venir ébranler la confiance des uns envers les autres. Alors qu'ils formaient un groupe solide, soudé et sûr en fin de saison dernière, les scénaristes ont tellement voulu de drama qu'ils ont redistribué les cartes. D'un côté, on va mettre à mal la réaction de Justin et Clay en faisant devenir ce dernier un véritable connard, il n'y a pas d'autre mot. Alors même que cette relation fraternelle est l'une des plus belles de la série, et on va soupçonner Tyler de retomber dans ses travers et ses plus proches amis d'Anthony ne lui feront plus confiance. On va donc tourner le dos dès qu'il est possible à Jessica. Bref, c'est un grand bazar et ce n'est pas du tout ce que je cherchais dans cette saison. Cinquième élément, Tyler et Tony.
Venons-en donc aux intrigues de Tyler et Tony. Les pauvres, Tyler devient en secret un indique de la police et va donc acheter des armes pour démanteler des réseaux de criminels. C'est louable, c'est beau de voir le jeune homme se racheter, mais évidemment il ne peut rien dire à ses amis et Tony décide donc de le suivre, de ne pas lui faire confiance et met à mal leur relation d'amitié. Tony qui se plonge à corps perdu dans la boxe et voit une belle opportunité lui sourire, mais qu'il préfère ignorer et décliner, sans qu'on comprenne réellement ses raisons. Heureusement, la série leur apporte une belle fin à l'un et à l'autre, et tant mieux. Mais c'est à se demander si les scénaristes savaient quoi faire des personnages. Tyler est presque relégué au rang d'accessoire pour être un lien avec Estola, la sœur de Monty, et ils ont d'ailleurs une belle petite relation, il faut l'avouer, ou Winston en début de saison. Nouvel élément, que faire Danny? Le personnage le plus détesté de la série lors de son introduction en saison 3 est donc de retour partiellement. Comme si les scénaristes avaient presque compris que personne ne voulait d'elle, ils la font disparaître durant 3 épisodes. Et lorsqu'elle est là, elle est volontairement mise en retrait. Au final, même si je ne l'aimais pas la saison dernière, j'ai trouvé ça tellement étrange de la renier à ce point-là, et j'ai trouvé ça tellement horrible de sa part de s'éloigner de Clay au moment où il en avait le plus besoin, à croire qu'elle ne le voyait pas. Donc c'est vraiment un drôle de traitement qu'a eu ce personnage. Autre chose, la déchéance de Zach. En matière de plus mauvais développement scénariste, oui, il ne faut pas oublier Zach. Zach qui n'est que l'ombre de lui-même, qui sombre dans l'alcool, qui s'éloigne de ses amis et qui se détruit petit à petit. Si bien que j'ai pensé un temps qu'il serait le mort du dernier épisode. Eh bien non, la série parvient à le racheter en quelques minutes lors du dernier épisode pour lui offrir une fin satisfaisante. C'est ce qu'on appelle gâcher un personnage, vous ne pensez pas? Petite mention pour Chloé, personnage que j'adorais et ses 3 apparitions de toute la saison, qui nous indiquent au moins qu'elle a une très belle fin et tant mieux pour elle. Élément fort débattu sur la toile, la mort de Justin. Niveau gâchis, je le sais, vous l'attendiez tous dans cette vidéo, on peut parler de Justin. Mais qu'est-ce qui leur a pris de tuer le personnage préféré des fans dans le dernier épisode? Et surtout de cette manière. Justin est sans doute celui qui a le plus évolué, l'un des personnages les plus touchants et qui avait le droit à une rédemption. Sorti de désintoxication, il rejoint sa famille adoptive, dont son nouveau frère, Clay, et il décide donc de se concentrer sur sa guérison et pour ce faire doit se séparer de Jessica, décision évidemment qu'il va regretter. Et si le jeune homme essaye de rester fort, même Clay doutera de lui, pensant qu'il a replongé dans la drogue, alors que non, pas à ce moment-là. Et c'est ce manque de confiance de la part de ses proches qui vont le pousser à replonger un court moment. Mais lorsque l'on pense que tout finira bien pour lui, qu'il retrouve Jessica au bal de promo et qu'il danse enfin avec l'amour de sa vie, le personnage s'effondre. Le final nous fait donc découvrir qu'à cause de son passé de toxico et de prostituée, il est positif au VIH et a donc contracté le sida. Mais quel message veut passer la série lorsqu'elle décide en 2020 de tuer l'un de ses personnages s'étant le plus battu pour s'en sortir d'une maladie qui n'est même plus forcément mortelle aujourd'hui? Du moins pas de manière aussi fulgurante. Et n'était-il pas mieux de le faire vivre avec cette maladie? L'acteur est tout de même brillant et chacune de ses scènes dans ce dernier épisode m'ont fait pleurer comme pas possible, et notamment celle entre lui et Clay, leur relation étant vraiment réhabilitée. Justin meurt en tenant la main de celui qu'il considère comme son frère, celui qui l'a sauvé. Cette relation est l'une des plus belles choses que la série m'ait offerte. Alors pourquoi nous la retirer en tuant Justin de la sorte? Je suis dubitatif et je ne comprends pas. Et j'essaie vraiment de comprendre, mais je trouve que le message qu'on nous transmet n'est vraiment pas le bon. Justin rejoindra donc la liste des fantômes que Clay verra dans ses hallucinations. Le combat de Jessica. Un des éléments de la série que j'aime beaucoup, c'est Jessica et son combat pour l'égalité, pour le droit des femmes et pour la sécurité de ces dernières. Mais qu'est-ce qui lui a appris dans la saison de se jeter dans les bras d'un footballeur, Diego, pas vraiment clean, après que Justin l'ait rejeté? Même si elle dit aux autres que c'est une couverture pour le surveiller et vérifier qu'il n'aille pas trop loin dans sa vengeance pour réhabiliter la mémoire de Monty, elle ne pouvait convaincre personne. Et pourtant, j'aime Jessica. Et j'aime ses prises de position, ses confrontations avec le principal, ses discours, ses prises de parole. J'aime son discours à la remise des diplômes et j'aime ce nouveau monde qu'elle aide à se construire. Mais voilà, ce petit détail vraiment a été encore une tentative, je pense, de gâcher l'un des meilleurs personnages de la série. Venons-en à la vengeance de Winston. Lors du final de la 3ème saison, on comprenait que Winston, l'amant secret de Monty, n'allait pas en rester là et allait essayer de découvrir la vérité. En effet, il passe la nuit avec Monty le soir de la mort de Bryce, il ne peut donc pas être coupable, Monty. Eh bien, le personnage sympathique au demeurant va quitter son lycée friqué et privé pour finir ses études à Liberty et ainsi se rapprocher des autres personnages. Le cas Winston est l'exemple parfait du manque de confiance et de communication dans le groupe. Annie et Clay mettront plusieurs épisodes à révéler à Alex et Tyler, dont Winston s'est rapproché d'eux, quelle est sa véritable identité.
Finalement, Winston n'est pas un mauvais garçon, c'est juste un jeune homme empli d'amour, pour Monty mais aussi pour Alex qui lui aura brisé le cœur. J'approuve et j'aime beaucoup la fin qui lui est donnée, il ne dénoncera donc pas Alex le véritable assassin, et il va comprendre ce qui unit le groupe, leur amitié et cette forme d'amour qu'ils partagent. La compréhension, c'est ce qui le définira finalement à la fin. Et puis, il semble visiblement trouver un nouveau love interest avec Ryan, chose un peu facile à mon sens, mais pourquoi pas si les deux à la fin sont heureux. Venons-en à ce que j'ai quand même préféré dans la saison, Alex et Charlie. Sans doute ma lumière cette saison-ci et ce que j'ai donc le plus aimé et le plus apprécié. Quel plaisir, quel bonheur, quelle joie de voir ce couple se former devant nos yeux. J'avais un peu oublié l'existence de Charlie lorsque je l'ai retrouvé dans le groupe dès le début de la saison, mais quel bon personnage. Tout le monde mérite un Charlie, tout le monde a besoin d'un Charlie. Ce dernier va se montrer être un ami fidèle, touchant, attendrissant, mignon et surtout va aider Alex à surmonter son traumatisme, à s'aimer, à s'accepter et à accepter de vivre aussi. Cette relation est parfaite. Comment ne pas craquer devant la bouille de Charlie ? Le quarterback du lycée pleinement accepté par ses camarades. Ses coéquipiers du football qui iront même jusqu'à faire en sorte que les deux garçons soient tous les deux élus rois du bal de promo. À la différence de Glee, il y a plusieurs années où Kurt a été élu reine pour qu'on lui fasse une mauvaise blague, cruelle d'ailleurs, ici ce n'est pas le cas. Ici c'est parce qu'on aime Charlie et qu'il est l'un des élèves les plus populaires qu'on lui offre la possibilité de partager la couronne avec son petit ami. Et qu'est-ce que c'est beau et plaisant à voir. Le CPE qui travaille au lycée leur dira de son temps il aurait été impossible pour son mari et lui-même de vivre cela. Et c'est une belle évolution de notre époque. Cependant, il y a une chose un peu étrange dans ce désir de trop bien faire, c'est la représentation positive de l'homosexualité à tout va. Je suis moi-même gay donc je trouve ça bien, mais est-ce vraiment la réalité ? Il n'y a qu'à reprendre tous les personnages LGBT de la série pour s'en rendre compte. Si certains à l'image de Courtney en première saison ou Alex cette saison-ci ont du mal à s'accepter, s'assumer par peur du regard des autres, et on peut aisément dire que leur coming out établi, leurs parents et leur entourage ont été ultra positifs avec eux, et tant mieux. Ryan, le gay à la langue de vipère, s'assume et n'a pas peur des autres. Courtney est dans une famille homoparentale et s'épanouira pleinement. Tony a beau être gay, il reste viril et forme un couple solide et stable avec Caleb, son entraîneur de boxe. Et Alex qui se découvre donc bisexuel et trouve l'amour avec Charlie, un autre bisexuel, leurs parents approuvent totalement cette relation. Qui nous reste-t-il ? Monty, le seul qui aura une honte de son orientation jusqu'à sa fin, et qui d'une certaine manière causera sa mort et sa perte lorsqu'il ne voudra pas révéler sa relation avec Winston. Je le répète, c'est important d'avoir de la positive attitude sur la représentation de l'homosexualité, mais je ne suis pas certain que tout homosexuel se dira oui, c'est exactement comme ça que j'ai vécu mon coming out ou l'acceptation auprès de mes proches. Enfin, dernier élément, qu'en est-il des anciens ? Joli clin d'œil mais qui arrive un peu tard, on nous ramène donc Courtney et Ryan dans le dernier épisode, comme pour nous indiquer « Et on ne vous oublie pas ». Mais on ne vous voyait plus depuis 2 saisons. Ils sont pourtant des personnages importants et des amis fidèles du groupe. Alors pourquoi on ne les voyait plus ? Je ne sais pas. Pourquoi ne pas les mentionner avant ? Je ne sais pas. Et enfin, qu'en est-il de Sherry ? Oui, vous l'avez sans doute tous oublié, mais pourtant j'ai adoré son personnage dans les 2 premières saisons, alors pourquoi a-t-elle disparu ? Pourquoi n'est-elle pas là lorsqu'on enterre les cassettes vu que tout le monde est présent ? Bref, étrange. Cette saison me donne quand même un sentiment particulier, j'ai eu plus de raisons de la détester que de l'aimer, et ce n'est clairement pas ce que je souhaitais pour la dernière saison d'une de mes séries préférées que Netflix avait eu le plaisir de me faire découvrir maintenant il y a quelques années. C'était tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas donc si vous avez également vu la saison 4 de me partager vos avis, vos critiques, ce que vous avez aimé ou ne pas aimé. En attendant, je vous dis à très bientôt.